Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Là, un changement de décor aujourd'hui. Changement de décor, mais pas changement de programme. On va démarrer avec les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Nous découvrirons le programme d'un grand éditeur de jeux qui est hébergé chez Station F. Alors on verra quelles sont ses motivations. L'organisation de ce dispositif, ce sera dans le Launchpad avec Marwan Elfites dans quelques instants. Et puis ensuite, notre Telk Talk sera consacré aux robots. Nous nous interrogerons sur la façon dont ils partageront notre quotidien demain. Quelques exemplaires d'ailleurs prendront place autour de cette table. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On parlera du prochain jeu Star Wars, mais également de la déconvenue provoquée par Cyberpunk 2077. Et enfin, nous conclurons par une innovation qui va donner naissance au premier cargo à propulsion vélique conçu pour transporter la fusée Ariane 6. Mais d'abord, donc, place au Launchpad. Et donc c'est parti pour notre séquence Launchpad. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme dans le détail. Et c'est un programme lancé par Ubisoft. Bonjour Marwan Elfites. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable de tous les programmes start-up de Station F. Alors déjà expliquer pourquoi Ubisoft a désiré proposer un programme aux jeunes entrepreneurs dans votre incubateur. Déjà, pour rappeler, Station F, on a un campus, donc on a une trentaine de programmes. Donc on a différents acteurs qui sont présents et qui apportent des ressources de différentes typologies. On a un tiers qui sont portés par des grands groupes, un tiers par des grandes écoles et un tiers de structures indépendantes. Et puis des programmes aussi qui sont portés directement par Station F. Nous, dès 2016, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'exécution du projet avant le lancement, on voulait avoir des acteurs représentatifs. Et forcément, sur le monde du divertissement et du jeu vidéo, on voulait Ubisoft, donc on allait les voir. Et puis ils ont monté le programme et c'est un acteur historique qui nous accompagne depuis 2017, depuis le début. Ça veut dire que vous l'avez vraiment créé ensemble, ce programme? Ils l'ont créé eux-mêmes, c'est vraiment leur patte, c'est leur marque qu'ils mettent dans le programme. Mais on a voulu les avoir et on a essayé de les accompagner pour aussi qu'ils puissent être présents avec nous dès le départ. Et donc ils l'ont conçu pourquoi? Quelle était l'ambition au départ? C'est ça, c'est un très bon point parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils postulent un programme porté par un grand groupe, il faut regarder différentes choses. Déjà, qui le porte? Chez Ubisoft, au sein de quelle organisation? C'est le lab d'innovation stratégique d'Ubisoft qui le porte. C'est une entité qui vise à faire de la prospective, à voir les tendances qui vont marquer le monde du divertissement. C'est une entité qui reporte à la Chief Strategy Officer d'Ubisoft, qui elle-même reporte au PDG fondateur d'Ubisoft. Donc ça montre déjà l'ambition. Et donc il y a beaucoup de programmes ou grands groupes qui ont des ambitions de POC, par exemple, de réaliser des essais avec certaines divisions, ou des objectifs commerciaux, ou d'investissement. Ce n'est pas du tout le cas d'Ubisoft. Le but premier de ce programme, c'est de la prospection. De voir, via de l'opérationnel, en côtoyant des entrepreneurs, ce qui va se passer dans les prochains mois ou les prochaines années dans le monde du divertissement. Et cet échange entre les équipes... Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de feuille de route prédéfinie pour ces startups? C'est très, très personnalisé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'on a à peu près 1000 startups à Station F, mais dans le programme d'Ubisoft, il y a entre 8 et 10 startups. Donc, c'est très personnalisé et c'est par promo. Donc, tous les 6 mois, ils vont sélectionner des startups sur des thématiques assez précises, sur la blockchain, sur la réalité augmentée, sur la mobilité, sur l'intelligence artificielle créative, sur le divertissement social, etc., etc., pour permettre à Ubisoft de côtoyer des acteurs qui sont déjà dans ce domaine-là. Et toujours avec un lien sur le divertissement. Le divertissement, c'est la réalité augmentée dans le jeu vidéo. Pas que le jeu vidéo, on va retrouver dans ce programme pas mal de technologies qui sont connexes au jeu vidéo, qui peuvent impacter le jeu vidéo, mais pas que, mais qui vont impacter le monde du divertissement. Ce qui est passionnant avec une structure comme Ubisoft, c'est qu'ils sont nés dans le jeu vidéo. Ils ont des grandes marques dans le jeu vidéo comme Assassin's Creed, Les Lapins Crétins et d'autres. Et ils arrivent à étendre ces marques sur d'autres canaux assez transmédia, donc dans la bande dessinée, le film, etc. Alors là, donc on disait que ça avait démarré en 2017. Ça veut dire qu'il y a déjà eu combien? 4 saisons qui se sont écoulées? 5 saisons. 5 saisons. Déjà 5 saisons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la philosophie. C'est dans la sélection de ces startups, donc effectivement des thématiques pour avoir un focus sur certains sujets, mais aussi l'envie d'impliquer le top management du groupe. Donc chaque promotion est parrainée par un ou une grande dirigeante du groupe Ubisoft, notamment la Chief Data Officer, le responsable éditorial, le responsable des studios, qui va du coup rencontrer la promotion et permettre d'accélérer certains processus de décision. Et chaque startup va avoir un premier meeting de diagnostic avec des grands dirigeants d'Ubisoft pour voir les objectifs partagés tout au long de la promotion. Et à la fin de la saison, alors qu'est-ce qui se passe? À une clôture où notamment pas mal d'employés d'Ubisoft sont conviés pour échanger avec les startups et voir effectivement les sujets qu'ils ont pu creuser ensemble. Et puis il y a pas mal de résultats. Lorsqu'on regarde les startups historiques qui sont passées par le programme, on a eu
une startup qui a été rachetée par Magic Leap, qui est l'un des leaders de la réalité augmentée, Oui. Mimesis, qui faisait de la communication holographique à travers des casques, et puis des super histoires dans différents domaines et des coopérations très, très particulières. Mais ça veut dire qu'après, ils vivent leur vie tout seuls. Ils ne sont pas forcément mariés à Ubisoft jusqu'à la fin de leur Pas jour. du tout, c'est pas du tout l'objectif même du programme, c'est vraiment des échanges et de faire des tests ensemble. On peut prendre quelques exemples. On prend une startup qui s'appelle Azerus qui a été lancée et créée aux États-Unis à San Francisco, qui permet d'engager des audiences sur notamment des live streams de jeux. Oui. C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on engage des communautés. Avec Azerus, vous allez pouvoir, si vous êtes une streameuse de jeux vidéo, rajouter un petit plugin qui va permettre d'engager votre audience, leur poser des questions, etc. Cette audience, en répondant bien, on va pouvoir gagner des points et gagner des items dans des jeux. Et notamment, ils ont pu le faire avec une grosse licence Ubisoft qui s'appelle Rainbow Six. Ça permet à la startup de valider via une grande marque le prototype. Et donc, ce programme, on voit qu'il y a une forte implication de la direction de l'éditeur. Il y a des financements. Comment on accompagne au quotidien, à Station F, les startups qui font partie du programme? Il va y quelqu'un d'Ubisoft qui est sur place? On a à chaque fois, dans chaque programme de Station F, un programme manager dédié. En l'occurrence, c'est une programme manager, c'est Catherine Saez qui gère de main de maître ce programme et qui implique du coup le top management au quotidien. Dans l'animation. Donc, lorsque vous êtes sélectionné... Et ensuite, elle va défendre des budgets? Non, il n'y a pas forcément une logique commerciale ou une logique il n'y a pas du tout de logique d'investissement même, c'est pas du tout le contrat, c'est vraiment des échanges. D'accord. L'idée, une startup est sélectionnée par Ubisoft à partir de deux éléments. Est-ce que Ubisoft va pouvoir leur apporter de la valeur et est-ce que la startup va pouvoir apporter de la valeur à Ubisoft? Donc, une sorte de troc. Exactement, c'est vraiment des échanges. Et ce qui est intéressant dans le programme, c'est vraiment une vision de prospective, c'est qu'à la fin du programme, c'est très qualitatif, c'est... Ubisoft se confronte à des problématiques qui seront peut-être les problématiques de l'industrie du divertissement de demain. C'est vraiment l'enjeu du programme. Et alors ce lien justement entre cette industrie du divertissement et le monde de la tech, ça vous le voyez à Station F, il est important? Très important et c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on voulait le voir représenté depuis le premier jour de Station F en 2017. Et lorsqu'on voit l'industrie du divertissement et l'industrie de la tech, c'est intimement mêlé. Aujourd'hui, les plus gros acteurs du divertissement sont finalement parfois des GAFA. Quand on regarde c'est vrai. Apple ou Amazon, ils sont dans la distribution, de la création de contenu. Ouais. Et puis les acteurs du divertissement comme Netflix sont aujourd'hui des purs acteurs tech. Ce qui fait le succès d'un Netflix, c'est son expérience utilisateur, c'est son système d'abonnement, et j'en passe. Et donc c'est là où on trouve peut-être les sources plus importantes de création, de recherche et développement? Exactement, et parce qu'on voit des frontières qui se brouillent entre les acteurs de divertissement, les purs acteurs de la tech, où finalement ils sont tous en concurrence. Vous sortez un jeu, vous sortez un film, une application, vous êtes dans la guerre de l'intention, vous devez capter l'attention des utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est notamment le prochain sujet d'Ubisoft. Oui, j'allais dire saison 6, on termine dessus. Le 28 février, appel à candidature pour du divertissement positif. Le jeu vidéo, notamment, et le divertissement apporte beaucoup de bien-être, mais il peut aller bien au-delà, par exemple des visées thérapeutiques. Eh bien, on suivra ça avec vous, Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F. Merci beaucoup. Nous, c'est l'heure de notre talk. Ce n'est pas du divertissement, mais c'est quand même assez sympa. On va recevoir des robots en plateau. Ces robots qui vont nous accompagner demain, alors à quoi ressemblent-ils? De quoi sont-ils capables? Et comment allons-nous préparer cette cohabitation? On en parle tout de suite avec Rodolphe Hassenwender, qui est fondateur de Blue Frog Robotics. Bonjour. Spécialiste en robotique de services professionnels et personnels. On connaît notamment Buddy, qui est déjà installé sur la table, premier robot compagnon émotionnel de votre entreprise. Et puis également autour de cette table, Fabien Kaplanas, directeur commercial Axine Robotique. Alors vous êtes venu avec votre robot de téléprésence Hubo, qui est assis debout d'ailleurs, à côté de moi, et qui est présent dans des collèges, dans des organisations et dans des entreprises déjà utilisées. Nous aurons en visio Nicolas Aftermeyer, qui est le directeur marketing, produits et communication de SoftBank Robotics. Alors SoftBank Robotics possède notamment les robots Nao et Pepper qui dominent le marché de la robotique humanoïde. On va démarrer ensemble, Rodolphe Hassenwender, Blue Frog Robotics. Alors, on va vous demander déjà de nous présenter Buddy pour ceux qui ne l'auraient pas déjà croisé dans un salon ou en démonstration. Déjà, juste Blue Frog Robotics, en effet, nous on fait des robots compagnons émotionnels. J'insiste sur le côté émotionnel parce que pour nous, c'est la clé de l'acceptabilité de l'adoption de masse des robots. Et des robots Robot for Good, comme on dit, donc qui vont faire le bien autour d'eux, améliorer la vie de tout le monde. Et
et qui ne vont pas remplacer les humains, mais plutôt les augmenter, les Alors assister. ça, on verra après. Mais déjà, Buddy. Et donc, voilà, notre premier produit, c'est Buddy. Donc, Buddy, le robot compagnon émotionnel. Et donc, un robot qui fait 60 cm de haut, avec lequel on va pouvoir interagir, donc par la voix, en le caressant, par les mouvements. Il a un comportement qui est autonome, c'est-à-dire qu'il se balade tout seul chez vous. Il est capable d'interagir automatiquement avec les gens ou en fonction de... Avec Stevie Wonder, on me dit par exemple. Par exemple, en effet. Ça, c'était assez magique. C'est en effet une bonne anecdote qu'on a pu vivre à Las Vegas pendant le CES où Stevie Wonder est venu et a caressé le robot, parlé au robot et ça s'est fait de façon totalement naturelle. D'accord. C'était assez magique. Bon, alors deuxième robot en plateau, on va présenter Hubo. Hubo, il n'a pas exactement le même format, il est assez grand. Hein. Alors, Hubo, c'est un robot télésocial. Sa vocation, c'est de projeter les personnes distantes pour qu'elles soient en quasi-présentiel. On va parler de la dernière étape peut-être avant l'ubiquité. Oui. Il est très neutre. Sa vocation, c'est vraiment de devenir l'avatar de la personne distante. Donc un avatar incarné physiquement. Exactement. Et c'est pour ça que c'était important aussi qu'il puisse se tenir debout. Oui, il fait 1m60. Il fait 1m60, donc une taille intermédiaire. Et on va cesser de voir l'outil, le robot, pour ne plus voir que la personne distante. Et donc la personne, on la voit quoi? À travers l'écran? À travers cet écran tactile de 13 pouces. Là, on est en mode attente, donc on est sur une page web, quelle qu'elle soit. On va pouvoir s'en servir comme borne d'accueil aussi, en attendant une communication avec la personne. Et on voit ici un petit écran. Alors, merci. On a des modes d'expression non verbaux. On a par exemple une tête qui s'incline et qui tourne. La tête bouge comme une personne, ce qui rajoute encore à l'expérience augmentée de communication. Et on a ce panneau LED qui va permettre d'envoyer des emojis, de l'information, pourquoi pas du fléchage. C'est complètement paramétrable. On est sur une base Android. Donc ce robot, il a vraiment vocation à embarquer tous les softs du marché ou custom. Bon, alors, je précise juste qu'on ne les a pas activés pour pouvoir discuter tranquillement. Donc les enfants vont se tenir sages. On va donner la parole à Nicolas Aftermeyer, directeur marketing produit chez SoftBank Robotics. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci et d'être bonjour à mes avec confrères nous, Fabien et en Rodolphe. visio. Alors, je mets mes lunettes, mais je crois percevoir à côté de vous Pepper. Absolument, donc je suis au travail, je suis un peu tout seul au travail d'ailleurs ce matin, mais par contre j'ai la compagnie de mon robot favori évidemment, donc Pepper, qui est un robot qui a été annoncé en 2014. Donc c'est un petit peu le doyen des robots humanoïdes, et c'est un robot qui a aujourd'hui une nouvelle fonction qu'on va vous dévoiler tout à l'heure. Alors le doyen, il y a quand même Nao comme doyen. Absolument. Alors, Nao, c'était il y a 15 ans. Ça Ouais. ne nous rajeunit pas, Delphine, vous avez tout à fait raison. C'était effectivement le robot conçu à Paris par Aldebaran Robotics. Et puis, depuis, on a été racheté par le groupe SoftBank. Donc, nous sommes une entreprise franco-japonaise. Et alors, Pepper est issu de ce mariage. Pourquoi axer votre développement sur des robots humanoïdes qui ont vraiment la forme humaine avec 2 jambes, 2 bras, une tête, alors qu'on voit qu'il y a des versions très différentes? Alors, c'est vrai qu'on est allé assez loin, puisque Nao, lui, il a 2 jambes, donc il peut vraiment marcher. Pepper, c'est un peu différent, puisqu'il a des roues, C'est vrai, donc il se oui. déplace avec des roues. Par contre, il a effectivement des bras, des mains humanoïdes. Toute l'idée derrière Pepper, c'est d'avoir un robot qui est vraiment un robot dont on a rêvé dans la science-fiction et qui existe aujourd'hui. Donc, si je me tourne vers lui, il va tourner sa tête pour me regarder. Il va interagir avec moi. Et puis, il y avait un codec tactile. Alors ça, c'était avant le Covid, où effectivement, on avait des enfants ou des personnes âgées qui aimaient bien le prendre dans leur bras, le toucher. Voilà. Aujourd'hui, la forme humanoïde, elle nous rappelle effectivement une interaction très différente du simple écran. C'est vraiment une présence. Voilà. Je ne me sens pas seul au bureau aujourd'hui grâce à mes robots. Rodolphe, vous avez aussi tout de suite démarré sur cette question de l'émotion qui crée de l'interaction avec l'être humain. Comment on travaille l'émotion avec un robot ? Déjà, ça passe par son design, en fait, justement. Trouver un design qui permet de plaire, finalement. Nous, on vise tout le monde au départ, donc des petits-enfants jusqu'à des personnes âgées. Justement, on a voulu ne pas aller vers l'aspect humanoïde qui peut faire peur à certaines personnes. Et puis, avec cette idée que
c'est un autre humain, enfin c'est un robot, ça me fait peur, est-ce qu'il va nous remplacer ou pas? Donc nous on est vraiment parti à l'opposé. Quelque chose de plus enfantin. Enfantin, en tout cas, voilà, qui est pas humanoïde, qui a quand même en tout cas un aspect assez sympa, qui va surtout pouvoir par ses mouvements exprimer des émotions et bien sûr par son visage. Et tout l'enjeu, c'est justement finalement de faire disparaître la technologie et que quand les gens voient Buddy, ils voient pas un robot, ils voient pas des cartes électroniques. Qu'est-ce que c'est un robot émotionnel quand les développeurs travaillent dessus? Sur quoi ils doivent centrer leur préoccupation? Créer du lien, en fait, de l'empathie avec les gens. Donc ça va passer par son comportement à lui. Je suis heureux, si tu t'occupes de moi, si tu t'occupes pas de moi, je suis triste. Donc c'est des sourires, c'est faire apparaître des sourires, des comportements, même du robot dans sa gestuelle, dans ses mouvements, et c'est ça qui va créer en fait la base, le terreau, je dirais, assez fertile pour ensuite pouvoir proposer plein de services d'assistance, etc. Aux gens. Mais c'est vraiment la base. Et le langage? Le langage, vous voulez dire l'interaction vocale? Oui, en fait, on lui parle naturellement, comme on parlerait à quelqu'un d'autre. Mais on travaille sur des émotions très simples, finalement. Je suis content, je suis pas content aujourd'hui. Un robot, c'est à peu près ça. Oui, non, pas forcément. Je suis content ou triste, pas content, non. Hein. Toutes les émotions négatives. Non, je suis pas d'accord. Je prends l'exemple de ma fille. Elle est super contente quand le robot lui fait la tête. Et vraiment, elle n'est pas content. Bah oui, on aime bien être stimulé en tant qu'humain. Et même si la vie n'est pas tout le temps rose, et c'est marrant d'avoir un robot qui n'est pas tout le temps hyper heureux. Et en effet, il y a toute une gamme d'émotions en fonction de ce qu'on va faire avec le robot et du cas, enfin de l'interaction du moment. Donc quand vous dites qu'est-ce qu'ils font, c'est vraiment ça, c'est créer ce lien avec les gens, pas juste sur le côté esthétique, mais aussi en essayant de les comprendre, de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, et comprendre que par exemple ce qui se passe là, c'est une mauvaise nouvelle. Il va falloir peut-être au contraire lui changer les idées. Si on est avec un enfant, par exemple atteint d'autisme, qui est une des cibles, on en repartira peut-être après, on en reparlera après. C'est pareil, c'est de comprendre est-ce que lui-même il est heureux, est-ce qu'il est énervé ou pas, et donc d'adapter le comportement du robot en fonction de la personne avec qui il interagit. Alors effectivement, il y a beaucoup, on parle beaucoup de l'arrivée des robots dans le domaine de la santé. Avec la crise pandémique que nous traversons, c'est d'autant plus d'actualité. Mais avant ça, je voulais revenir sur Hubo qui a été utilisé pour une expérimentation 5G. J'aimerais bien que vous nous racontiez le rôle qu'il tenait. Voilà. Donc c'est dans le cadre du partenariat entre Schneider et Orange. Où le patron d'Orange visitait l'usine de Schneider et le patron de Schneider était lui à Hong Kong. D'accord. Donc à travers le robot et grâce à la connexion 5G, à la puissance de la 5G, il a pu accompagner donc Stéphane Richard dans les locaux de Schneider et faire la visite en distanciel, même en étant à 10 000 km de là. Donc c'est vraiment... Et comment est-ce qu'il est piloté alors pour ces déplacements? Alors, très simplement, on a une interface qui fonctionne sur smartphone, sur tablette ou sur ordi, simplement. Vous pouvez le piloter aussi avec un joystick et faire bouger la tête, le déplacer physiquement. Dès lors que vous avez du réseau d'un côté comme de l'autre, vous pouvez déplacer le robot et en même temps que vous vous déplacez à travers le robot, communiquer avec la voix et l'image. Il n'a pas d'autonomie, il n'est pas capable de se déplacer seul dans un espace en évitant des obstacles? Alors celui-ci, non, on parlera peut-être de sa descendance tout à l'heure. Qui s'appelle comment, sa descendance? Alors, qui s'appelle Edmo et qui s'appelle Lobo. D'accord. Lobo pour la partie Deux logistique. petits-enfants, okay. Deux petits-enfants. Hubo étant notre vaisseau amiral pour l'instant. Je vais revenir à SoftBank Robotics sur cette question des robots qui nous accompagnent et le contexte qui fait qu'on parle de plus en plus de cet accompagnement dans le cadre des projets de santé. Je sais que vous avez d'ailleurs interpellé le gouvernement sur cette question des robots qui doivent nous accompagner pour gérer la crise sanitaire, accompagner les soignants notamment, mais aussi les patients. Oui, absolument, Delphine. Nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir Madame Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée à la santé et aux solidarités en charge de l'autonomie, et Cédric O, qui évidemment connaît bien Pepper depuis longtemps, qui est en charge du numérique. L'intérêt, effectivement, de ces rencontres, c'est de leur montrer l'état de l'art et l'évolution de la robotique actuelle.
Aujourd'hui, on parle tous de distance sociale, on doit tous porter des masques. Et évidemment, il y a des personnes qui en souffrent encore plus. Ce sont les personnes isolées qui sont en maison de retraite, qui ne peuvent plus recevoir la famille, qui ne peuvent plus recevoir les petits-enfants. Et donc, l'une des pistes qu'on a regardées, mais c'est vraiment de l'expérimentation, c'est aujourd'hui quelque chose qui se fait en quelques dizaines d'unités. On est vraiment au début de cela, c'est de mettre des robots en maison de retraite pour animer quelque part le quotidien des patients, pour soutenir les soignants. Et puis pour avoir aussi parfois, comme on le disait tout à l'heure, une logique de téléprésence, donc de pouvoir téléopérer un robot pour être présent sans être forcément à côté. Donc ça, c'est nouveau et on a voulu discuter avec le gouvernement de ce point-là parce qu'on est vraiment encore aujourd'hui à la recherche d'expérimentation. C'est vraiment le début. Donc on a quelques projets pilotes, mais il est temps d'aller plus loin. Et donc aujourd'hui, à la fois en Allemagne, en France, il est en train de se passer des choses plutôt positives pour que les robots prennent une place dans les EHPAD, dans ces lieux qui sont aujourd'hui des lieux un petit peu sans vie. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? C'est parce que les budgets de la robotique sont très très élevés encore? Alors non, pas forcément. Le frein, il est plutôt culturel aujourd'hui. Un robot comme Pepper, ça coûte aujourd'hui 20 000 €. Il y a évidemment toute une partie intégration, une partie de partenaires, une partie de travail sur l'interface de logiciels qu'on va mettre en place. On va dire localement, évidemment. Ça ne va pas être la même chose en Italie qu'en France en termes de logiciels, par exemple, pour faire des quiz de culture générale. Donc ça, c'est un travail d'adaptation. Mais effectivement, ça fait quand même quelques années que grâce aux smartphones notamment, le prix des composants a baissé. Donc on peut arriver à des prix qui sont relativement abordables sur nos robots. Et le premier frein, il est vraiment culturel. Il est de se dire, est-ce que je peux avoir un robot qui va être en complément des soignants, qui va les soulager? Parce qu'évidemment, il y a une phase d'adoption du robot où il faut se former à la robotique. Et ensuite, est-ce que ça pourrait leur faire gagner 15 minutes par jour, une demi-heure par jour, 1 heure par jour? Et donc ça, il faut qu'on l'expérimente et il faut qu'on voit aussi quels sont les flux financiers qui pourront aider à faire démarrer la robotique. Je pense qu'on est tous autour du plateau, là, tous les trois, des pionniers de la robotique et des passionnés de la robotique, et on voit bien que le marché ne démarre pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc on a besoin effectivement de ce type de soutien gouvernemental pour aller plus loin, plus vite. Oui, ça fait longtemps qu'on parle des robots de compagnons et c'est vrai qu'on tarde à les voir arriver plus proches de notre quotidien. Je vous ai vu réagir, Rodolphe, sur la question du coût, parce qu'en plus, on a des robots made in France. Là, autour du plateau. C'est un coût quand même quand on fabrique en France, nous dit-on. Et alors, quand on travaille sur de la robotique, il y a et toute l'ingénierie matérielle, les mouvements à travailler, mais aussi toute l'intelligence artificielle. On n'a pas un problème de coût aujourd'hui sur la robotique? C'est un enjeu, mais c'est aussi notre cheval de bataille, en tout cas chez Blue Frog, c'est de démocratiser la robotique. C'est pour ça qu'en effet, on veut passer d'une époque, en effet, quand on voulait tester les robots, il fallait avoir tout de suite des budgets importants, comme le dire SoftBank. Il y a le prix du robot, peut-être 20 000 €, voire et plus, tout ce qui va derrière, les développements. Nous, on est vraiment sur un positionnement beaucoup plus accessible, puisque notre offre avec Buddy commence à partir de 2 000 €. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nos futurs partenaires B2B, les partenaires qu'on a déjà, de se projeter à la fois pour faire des expérimentations, mais pas que. C'était un peu le biais aujourd'hui de la robotique. On met des robots, c'est sympa. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on passe le cap et que vraiment on les déploie? Souvent, c'est quand même une problématique budgétaire. Or là, un robot qui est au prix d'un bel ordinateur, j'allais dire, il n'y a aucun problème pour ensuite aller déployer ça dans des EHPAD, dans des écoles et près de tous nos partenaires qui voudront utiliser des solutions à base de robots pour enrichir leurs offres, etc. Donc, après, il faut trouver les bons usages. Vous, donc vous avez 3 robots, Hubo, Edmo et Lobo. Quels usages vous voyez déjà aujourd'hui nous faire penser que ce sont les premiers marchés qui vont prendre pour la robotique? Alors, les marchés historiques, du moins pour Hubo, ça a été l'enseignement pour l'enfant malade ou empêché qui peut, depuis chez lui ou l'hôpital, piloter le robot en salle de cours et communiquer, conserver du lien social avec ses camarades. Et là, ça veut dire quoi? C'est l'éducation nationale qu'il faut convaincre? Notamment. Ça doit être compliqué, j'imagine. Oui, effectivement, mais je pense que En tout cas, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme marché qui sont attaquables peut-être un peu plus facilement? Le marché des seniors, la silver economy, évidemment, avec les EHPAD, où on a besoin de liens familial, de liens social. On a besoin de pouvoir parler avec nos parents, nos anciens, lorsqu'on est loin, et eux ont besoin de
entendre, d'échanger pour éviter le phénomène de glissement qui est vraiment critique en ce moment. Donc, là aussi, c'est un vrai problème de budget, parce que déjà, les EHPAD coûtent très cher pour les familles. c'est toujours une histoire de financement, Ouais. effectivement. Après, on peut les imaginer aussi en assistance à domicile ? Absolument, en maintien à domicile. C'est une des vocations, justement, du robot, de pouvoir maintenir nos anciens à domicile ou les personnes empêchées. Et dans ce cas, comment on gère le risque ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs risques quand même. C'est peut-être aussi un des freins, hein, messieurs. Il y a le risque déjà de la confusion, de se dire est-ce que je m'adresse à un robot ou à un père, à un humain ? Ça, c'est un premier risque peut-être avec le robot humanoïde. Le deuxième risque, c'est le risque physique. Hein. Le risque que le robot fasse des choses dangereuses, tombe. Alors, sur ce robot, évidemment, on a des sécurités, on a des dispositifs anti-collision, anti-chute, pour éviter que le robot aille choquer contre les personnes et les objets. Ça, c'est une difficulté quand même quand on travaille dans la robotique. Si je peux me permettre, je pense que vous insistez sur le fait quels sont les freins aujourd'hui. Et je trouve qu'autant, moi j'ai créé la boîte il y a 6 ans, à l'époque où le marché n'existait pas. Et il fallait convaincre. Aujourd'hui, tout a changé, et encore plus avec la Covid, qui a mis en lumière tous les besoins qui émergent de la crise sanitaire, d'isolement social, etc. Et aujourd'hui, on voit 2020, quelque part, était un peu une période charnière pour nous tous, je pense, où on voit qu'il y a un vrai intérêt, les gens se posent beaucoup moins de questions et veulent intégrer des solutions robotiques. En effet, à domicile, nous, c'est ce qu'on fait avec Buddy pour permettre de faire du lien social, de sécuriser les personnes âgées, fragilisées à domicile. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup moins de freins. Je pense qu'il y a même plus. Et 2020, pourquoi 2020 ? Parce que le Covid aidant, on a observé une vraie dédiabolisation de la robotique. On se rend compte que la robotique, ça nous sert à continuer à travailler, ça nous permet de continuer d'échanger en respectant la distanciation. On peut conserver son emploi. Les gens qui faisaient des visites d'usine, j'ai un exemple très concret, plutôt que de perdre leur job, ils ont conservé leur job parce que c'est eux qui s'occupent des visites à travers le robot, par exemple. Ouais, donc en fait, c'est le même mouvement que le mouvement du télétravail. Ça accompagne cette ce qu'on dit digitalisation de la société. C'est exactement ça. Alors, de toute façon, on voit dans le monde du travail et même partout, la Covid a changé, et je pense définitivement, en tout cas pour vraiment très très long terme, nos habitudes. On utilise le digital maintenant pour tout, alors qu'avant il y avait encore des freins. Et la robotique s'inscrit dans cette révolution du digital, dans le changement de nos habitudes, nos modes de vie. Et voilà, la robotique, c'est un peu l'incarnation de tout ça dans un objet qui en plus peut être sexy et mignon. Mais clairement, voilà, il y a vraiment un changement en 2020 avec cette crise sanitaire qui change nos habitudes. Ouais. Nicolas, vous êtes d'accord avec cela, que l'année 2020 est une année charnière pour la robotique et qu'on va avoir des vrais usages se développer ? Alors, c'est une année importante pour la robotique, bien évidemment. Alors après, on ne peut pas vraiment s'en réjouir. C'est pas vraiment comme ça qu'on va le regarder. Ce qu'on a vu, effectivement, avec la Covid-19, c'est le fait que les robots étaient déployés, y compris dans les rues. Donc ça, on l'a vu en Chine, à Wuhan, avec des robots désinfection qui étaient sur des chenilles, un peu comme des petits tanks, entre parenthèses, qui désinfectaient les rues. Donc c'est vrai que ça a été des images assez fortes, et on s'est tous poser la question, effectivement, de savoir si nos robots pouvaient avoir une utilité ou non. Donc nous, on a fait 2 choses très vite chez SoftBank Robotics. La première chose que l'on a fait, c'est de voir s'il y avait des hôpitaux qui étaient intéressés d'expérimenter Pepper un petit peu plus loin. Et donc, on a envoyé Pepper à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, au bâtiment EOL, qui est le bâtiment le plus ultra moderne de ce formidable hôpital, qui est un bâtiment qui abritait notamment les salles de réanimation. Donc les salles de réanimation sont des salles qui étaient évidemment blanches, dans lesquelles les familles ne pouvaient pas passer. Et donc on a envoyé Pepper à la demande de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et on a expérimenté des applications de type téléprésence. Mais ce qui était plus surprenant et même quelque part plus intéressant, c'est pas juste de faire de la téléprésence, de la téléopération avec Pepper, mais c'est de voir que dans ce moment, et notamment dans ces moments très difficiles pour les soignants, où ils sont vraiment dans un état de fatigue extrêmement fort, ce qui était amusant avec la robotique humanoïde, c'était
de se dire, finalement, ils sont un peu de notre génération, donc ils sont aussi intéressés par les smartphones, ils sont intéressés par la technologie, et ils ont envie d'apprendre la robotique. Et la première chose que nous a dit Alexandre Duguet, donc un pneumologue, il nous a dit, dans mes équipes, vous savez, ils ont bien apprécié la téléconférence avec Pepper, mais ce qui les amuserait vraiment plus, c'est d'avoir du yoga, d'avoir des quiz, d'avoir des jeux avec le robot. Donc ils ont vraiment adopté le robot de la part du personnel soignant comme un allié pendant la crise pour aussi leur rebooster le moral. Donc ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas du tout estimé comme ça. On avait été un petit peu trop vertical, un peu trop quelque part sur le qu'est-ce que va faire le robot, quelle application il va faire. Et on se rend compte que finalement, redonner le moral aux soignants, leur redonner un coup de boost, c'était la chose à faire. Ça veut dire qu'on voit arriver donc ces premières véritables interactions avec les robots dans un environnement du quotidien, du travail, de la vie privée. Est-ce que vous avez aussi des ajustements à faire, des premiers retours d'expérience qui vont vous permettre de travailler sur comment on va mieux cohabiter demain avec les robots? C'est tout à fait ça. Nous, aujourd'hui, on lance, après toutes ces années de recherche, on lance la fabrication de milliers de robots depuis la fin de l'année dernière. Et l'idée, c'est justement, encore une fois, nous, on a une plateforme ouverte qui va agréger plein de contenus. Développeurs peuvent vont pouvoir créer des contenus, des intégrateurs vont pouvoir intégrer les solutions Buddy dans leur offre de services, des mutuelles, des EHPAD, tout le monde va pouvoir finalement profiter de l'accessibilité et de l'adoptabilité des robots comme Buddy. Pour pouvoir créer des nouveaux usages. Mais en effet, il faut les évaluer. Nous, on a fait beaucoup de POC jusqu'à maintenant, mais des POC à petite échelle. La fabrication de ces robots en quantité va nous permettre de pouvoir déployer de façon plus large ces robots et de s'appuyer sur des partenaires, des gros corporates, des institutionnels, mais aussi, pourquoi pas d'autres startups, pour pouvoir justement se confronter vraiment maintenant d'une façon plus large aux usages, voir comment c'est perçu. Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, mais l'idée, c'est de construire. Nous, 2021, en tout cas, le challenge, c'est à la fois d'aller sur des verticales d'éducation, où là, on sait que ça marche très bien, on a déjà pu expérimenter, et il n'y a pas de souci, là, on va pouvoir y aller vraiment en quantité, et sur des usages donc d'assistance aux personnes âgées, de maintien à domicile ou dans les EHPAD, de divertissement, de lien social, etc., où là, en effet, il va falloir construire, tester, ajuster, et c'est tout l'enjeu de cette année qui s'annonce pour nous. Également, ces retours d'expérience, Fabien, sur le robot, comment il est vécu dans une classe avec des enfants. Est-ce que ça vous permet d'ajuster des choses sur les interactions homme-machine ? Oui. D'autant plus que, encore une fois, on est sur une base très, très modulaire, on est sur de l'Android, donc on peut absorber, on peut intégrer les softs, comme je disais tout à l'heure, les applicatifs. Dans le médical également, on va pouvoir intégrer, et ça c'est un des gros challenges qu'on se donne à court terme, on va parler de la télémédecine, des téléconsultations. Et on va pouvoir se connecter aux IoT, aussi aux instruments de mesure. Donc, dans le domaine médical, pour faire un diagnostic vraiment complet, on va avoir la plateforme de télémédecine, les IoT et tout le système qui permet de prendre votre tension, de prendre... Tous les dispositifs médicaux connectés, donc ? Absolument, et de faire un diagnostic à distance complet et de très grande qualité. Et sur ces interactions sociales, est-ce que vous travaillez aussi sur la question éthique, puisqu'on a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui interrogent et qui interpellent sur le lien entre l'homme et le robot. Ça, c'est des sujets que vous prenez en compte dans vos développements ? Alors, on fait très attention à la sécurité des communications. Alors ça, c'est la cybersécurité, ouais. Oui. D'accord, oui, c'est effectivement un point important. Non, pour nous, c'est clairement très important. D'ailleurs, Buddy... Sur l'aspect éthique. Sur l'aspect éthique, Buddy est le premier robot doté d'une raison d'être, et donc avec une charte éthique qui reprend justement tous ses engagements en tant que robot à respecter... Attention à éviter les biais quand on crée des chartes robotiques. En fait, on a la chance de travailler avec un avocat qui s'appelle Alain Bensoussan, qui est qui connaît bien le sujet. Tout ça, et qui est justement aussi... qui pousse cette problématique éthique sur les robots. Alors, on arrive à la fin du temps imparti pour ce talk. Je voulais juste donner la parole, avant de terminer, à Nicolas à nouveau, pour parler de Nao quand même, puisque c'est notre pionnier français, le premier robot humanoïde français. Aujourd'hui, son job à Nao, c'est quoi ? C'est de travailler avec les chercheurs, justement, sur l'évolution de la robotique ? Alors, Nao est effectivement plutôt vendu en éducation.
c'est son marché premier, c'est là où il a trouvé sa voie, effectivement. Donc Nao est déployé dans des écoles, à la fois collège, lycée, et sur une partie recherche, évidemment, depuis de nombreuses années, qui va jusqu'à la RoboCup, donc le championnat de football joué par les robots, donc qui est vraiment le point d'or de Nao chaque année. Et malheureusement, il n'aura pas lieu cette année. Donc Nao reste évidemment notre fer de lance sur la partie éducation. Il a aussi eu un rôle en EHPAD. Je suis obligée de vous couper, juste pas de présentiel non plus pour les robots. Donc voilà, on a compris que cette année 2020, c'était une année charnière pour la robotique. Et là, on entre dans la phase de l'épreuve de la cohabitation à suivre donc, dans Smartech. Merci beaucoup, Nicolas Aftermeyer, directeur marketing, produits et communication chez SoftBank Robotics, d'avoir été avec nous en visio. Rodolphe Hassenwender, fondateur de Blue Frog Robotique. Fabien Kaplanas, directeur commercial d'Axine Robotique. Et merci aux robots qui nous ont accompagnés. Juste après la pause, on parle gaming. Et nous voilà de retour sur le plateau, le nouveau plateau du jour de Smartech pour notre rendez-vous hebdomadaire Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On l'a annoncé la semaine dernière et on s'y tient. Vous allez nous faire part de votre conjecture sur le deal Ubisoft-Lucasfilm. Alors, cela n'aura échappé à personne. Ubisoft a récemment annoncé se lancer dans un jeu open world gigantesque autour de la franchise Star Wars. Alors Ubisoft est un studio qui est habitué à faire des jeux open world. Assassin's Creed, Tom Clancy, la série des Far Cry. Mais là, on est quand même devant une double surprise. La première surprise, c'est qu'on n'attendait pas du tout un jeu open world autour de la franchise Star Wars. Donc c'est une très bonne surprise. Et la deuxième surprise, qui est aussi une très bonne surprise, c'est que ça soit Ubisoft qui fasse ça. D'abord parce que Ubisoft, entre guillemets, sait le faire, ça ancre Ubisoft dans les éditeurs géants capables de faire des choses gigantesquissimes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, la licence Star Wars, elle était exclusivement aux mains de EA, Electronic Arts, et de sa filiale BioWare, qui a jusqu'à aujourd'hui développé quasiment tout, voire tous les jeux Lucasfilm. Alors là, j'ai une petite, effectivement, conjecture, parce que, évidemment, alors, Lucasfilm, c'est Disney. Bon, le jeu vidéo est important pour Disney, le Lucasfilm est évidemment important pour Disney. Mais on voit aussi qu'il y a un service qui monte de streaming, Disney+, qui monte très fort et sur lequel Disney investit énormément. Netflix, c'est 200 millions d'utilisateurs, je crois que ça a été créé en 1997. Disney+, ça a un peu plus d'un an, ils ont déjà 90 millions d'abonnés. Donc, est-ce que le nouveau, on va dire, deal Ubisoft, Lucasfilm, Disney ne présage pas aussi du fait que Disney sorte un film, une série autour de la franchise, d'une franchise Ubisoft, d'un personnage ou d'un univers diffusé exclusivement sur Disney+. Ce qui n'est pas nouveau, hein, des films issus de jeux vidéo. Non, on se rappelle tous de Tomb Raider, il y a Uncharted qui va sortir, The Division aussi qui va sortir. Oui, c'est pas nouveau. Mais voilà, sur Ubisoft, sur l'univers Ubisoft, c'est presque nouveau. Et d'ailleurs, on a aussi l'inverse. On a des dessins animés issus de jeux vidéo. Oui, alors les lapins crétins aussi avec Ubisoft. Il y a aussi évidemment les Pokémon, mais on n'a pas de série. De très grandes séries autour des jeux vidéo. La première qui nous viendra en tête, c'est la série The Witcher. Mais en fait, tout le monde pense qu'elle est issue du jeu vidéo The Witcher, mais en fait, pas du tout. Elle est issue des romans, si vous voulez, d'André Sapkowski. D'accord. Alors, je vais revenir à Ubisoft. Donc, Ubisoft a quand même de belles licences pour les services de streaming. Comment vous voyez les choses se passer ? Alors, Ubisoft est en discussion très avancée, voire en tournage autour d'une série Splinter Cell. Alors c'est une série animée, c'est pas vraiment une série au sens classique du terme, c'est une série animée, mais qui va sortir sur Netflix. Apple TV+ sort une série qui s'appelle Mythic Quest, autour aussi d'un jeu Ubisoft.
il reste plus que Disney en fait à sortir une série autour d'un jeu. Et ce que tout le monde attend autour du monde d'Ubisoft, c'est une série Assassin's Creed. Alors voilà, on avait une double surprise. Ce serait chouette. Moi, j'espère qu'on aura une triple bonne surprise avec une belle série Assassin's Creed sur Disney+. Bon, en même temps, quand on espère beaucoup, parfois on est déçu. Ça fait le lien avec notre autre sujet qu'on avait annoncé. C'est cette polémique autour de Cyberpunk 2077. Oui, alors, on parle d'une polémique, c'est plus qu'une polémique, c'est une vraie déception. Et si les joueurs sont généreux, ils savent aussi être sévères et difficilement pardonnés. Depuis 2012, le studio CD Projekt, qui a produit, développé le jeu Cyberpunk, nous promet un jeu formidable, à la première personne, RPG, dans lequel vous allez pouvoir vous balader dans un monde post-apocalyptique, dystopique, un peu punk à la Mad Max, Blade Runner, et dans lequel... Et transhumaniste. Transhumaniste, dans lequel vous allez principalement faire vos quêtes dans une immense ville qui s'appelle Night City, dans laquelle les habitants se droguent ou dans lesquels les habitants vont en permanence chercher à augmenter leur capacité biologique par des implants techniques. Depuis 2012, premier trailer en 2013, le jeu devait sortir finalement, officiellement, en avril 2020. Il va être repoussé en septembre, puis en novembre, puis en décembre. Et le 10 décembre, après 8 ans d'attente, 3 dates repoussées, le jeu sort. Vous imaginez l'attente? Ah bah oui, mais je l'ai vu même, ouais. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce que les versions Xbox et PlayStation sont injouables. Et c'est un drame qui est amplifié parce que sur PC, le jeu, il est canon. Et il a reçu des notes dithyrambiques de la quasi-totalité des critiques. Là, d'ailleurs, la critique moyenne, c'est 86 sur 100. Donc, on a un jeu qui est canon sur PC et injouable sur console. Et là, évidemment, s'en vient une énorme gronde, notamment des joueurs de console, qui demandent le remboursement de leur jeu. Encore une fois, alors injouable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bugs partout, ça veut dire qu'il y a des défauts de graphisme, il y a tout ça. C'est des projets qui disent « Ok, on va vous rembourser ». Sony dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous adresser aux joueurs parce que les joueurs sont nos clients à nous et pas les vôtres. » Donc, Sony infirme le remboursement. La gronde augmente encore. Sony, finalement, et Microsoft acceptent que le jeu soit remboursé. Ils ont certainement trouvé un deal avec CD Projekt. Quel est le deal? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, finalement, il va y avoir remboursement d'un certain nombre des 8 millions de précommandes qui ont été faites de ce jeu. Et donc, peut-être vont-ils réussir à redresser la barre? J'espère. Très rapidement, d'un mot, votre avis? Pour eux. Alors, la communication de la direction est franchement pas terrible. D'un point de vue technique, ils sortent des patchs qui sont censés résoudre un certain nombre de choses et qui, in fine, résolvent pas grand-chose. On est devant un vrai gâchis, un super jeu avec une direction artistique exceptionnelle et une fête qui est un peu gâchée. Fête gâchée, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume Monteux de Gatsby. On enchaîne avec la découverte d'un voilier qui est taillé pour transporter la prochaine fusée Ariane. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous en livre un aperçu avec ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va présenter un cargo hybride. Oui, un des premiers cargos à voile moderne. C'est un bateau qui répond en fait à un besoin précis, celui de l'Agence spatiale européenne, qui l'a commandé pour transporter sa prochaine fusée, sa fusée Ariane 6, vers la base de Kourou en Guyane. Alors l'ESA, l'Agence européenne, a demandé à Ariane Group de lui construire un bateau
éco-responsable. Résultat, c'est la compagnie française Zéphyr et Boré qui a gagné l'appel d'offres d'Ariane Group pour fabriquer ce fameux vaisseau de demain. On va voir à quoi il ressemble. Oui, alors, le navire, il fera 121 mètres de long et 23 mètres de large. Il s'appellera Canopée et il pourra se déplacer à une vitesse moyenne de 16 nœuds, c'est-à-dire 30 km par heure. C'est plus rapide qu'un cargo classique, mais c'est un peu moins rapide qu'un voilier. Et je vous parle d'un voilier parce qu'il y a sur ce bateau, eh bien, il sera équipé de 4 imposantes paires de voiles verticales de 400 mètres carrés. Elles ne seront pas qu'imposantes, ces voiles, elles seront surtout intelligentes parce qu'elles pourront se rétracter et se déployer automatiquement selon les conditions météorologiques. Pour ça, elles sont entièrement automatisées, mais aussi autoportées et rotatives à 360 degrés. Des capteurs vont en fait enregistrer la direction du vent, réorienter parfaitement le navire pour obtenir la meilleure poussée. Et nous, nous, les personnes qui conduiront ce bateau pourront tout régler à distance. Si le vent s'intensifie et que ça devient dangereux pour l'embarcation, eh bien, on a la possibilité de décamper la voile ou alors de la vriller, ce sont des termes techniques, et donc de réduire de façon très précise l'incidence du vent sur la voile. Et on va pouvoir donc comme ça maîtriser l'allure du bateau en fonction de chaque situation météorologique. Mais alors, j'imagine que même s'il est éco-responsable, ce canopé doit avoir le soutien d'un moteur. Ben oui, parce qu'effectivement, on parle quand même de traverser l'Atlantique avec à son dos une fusée. Donc, il a fallu ne pas dépendre totalement du vent. Pour ça, il y a un moteur. Mais là encore, le choix des combustibles par les constructeurs est intéressant parce que l'idée, c'est toujours de ne pas impacter la planète, l'environnement. Donc, l'entreprise française a choisi 2 alternatives qui existent aujourd'hui au diesel lourd, à savoir le gaz naturel liquide, le GNL, et aussi le gasoil marin, le MDO. Le MDO a l'avantage quand même de contenir seulement 0,5% de soufre contre 5% pour le diesel lourd qu'on connaît aujourd'hui. Et grâce à tout ça, eh bien, les constructeurs estiment que ce bateau il émettra 30% de CO2 en moins qu'un bateau classique. C'est important parce qu'on rappelle que le secteur maritime quand même est responsable de près de 3% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Et pour la navigation, il faudra l'adapter ? Oui, il faudra l'adapter. On ne pourra pas faire des lignes droites. Il faudra faire des 2 tours. Adapter sa conduite en fonction pour aller chercher les systèmes météorologiques les plus intéressants pour la poussée. Alors pour ça, la société française D-Ice Engineering a développé un logiciel de routage un petit peu particulier. Il va tracer un itinéraire pour arriver à la date exacte. Mais en traçant cet itinéraire, il va ajouter toutes les conditions nécessaires, les courbes de consommation, par exemple du navire, en fonction de l'allure, mais aussi bien les performances de la voile avec ou sans moteur, et puis toutes les statistiques du vent. Et ça va permettre d'anticiper en fonction de la saison les bonnes économies à faire sur la consommation de carburant. Et donc, il sera quand à l'eau, ce beau bateau ? Alors, fin 2022, 12 allers-retours sont déjà programmés, planifiés pour transporter cette fusée Ariane qui fait quand même 900 tonnes, je le rappelle. Et puis, pour le moment, sa construction vient tout juste de commencer aux Pays-Bas, sur le chantier de Neptune chez Piard. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup que vous allez présenter dans quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce plateau de robots, notamment avec Pepper, Hubo ou encore Buddy qui m'ont accompagné. On a vu qu'on était sur une année charnière pour la robotique. Ce sera à suivre dans Smart Tech. Mais déjà, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.